Le 10 octobre 1958, la Guinée devient officiellement indépendante. Mais bien plus qu'une simple indépendance, c'est le premier pays d'Afrique francophone subsaharienne à franchir ce cap. Mais derrière cette indépendance, il y a une histoire. L'histoire d'un affront. L'histoire du refus d'un petit pays, d'un ex-colonisé à un grand pays, l'ex-colonisateur qui puisait la France. En effet, quelques mois auparavant, la Guinée, par la voix de son dirigeant, en l'occurrence M. Sékou Touré, a dit non à la communauté française du général de Gaulle. Là où tout le monde a dit oui, la Guinée a dit non. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et croyez-moi, ce refus allait avoir des répercussions et non des moindres. Déstabilisation économique, sabotage monétaire, opération armée clandestine et tentative d'assassinat à l'encontre du président, le pays a tout essuyé venant de l'ancien colonisateur vexé. Sékou Touré, qui fut l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, a très vite été érigé au rang de héros, voire de grand panafricain par certains. Mais passé les sabotages, passé les tentatives d'assassinat, il faut aussi reconnaître que Sékou Touré, durant son règne, a eu une part d'aspect plutôt sombre, à telle enseigne que certains l'ont également dépeint comme un dictateur tyran. Qu'en est-il réellement? Dans cette première partie de l'histoire de la Guinée, on va parcourir ensemble l'histoire de ce pays bien avant la colonisation, durant la colonisation et surtout l'histoire de son accession à l'indépendance. Et pour finir, on va parler des premières années du règne de M. Sékou Touré à la tête du pays. Et dans la seconde vidéo qu'on retrouvera la semaine prochaine, on va parler un peu plus en profondeur du règne de M. Sékou Touré, mais surtout de sa partie un peu moins glamour, on va dire. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange. L'histoire de la Guinée, première partie, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. Arès, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de culture afro, d'histoire afro, de géopolitique afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Avant de continuer, je tiens à rappeler que cette vidéo est faite en partenariat avec Godax. Godax est une plateforme de vente de chaussures authentiques à des prix abordables, offrant un large catalogue de marques hommes et femmes, le tout fourni avec des certificats d'authenticité. Pour effectuer vos achats, rien de plus simple. Vous pouvez le faire via le site godax.com ou l'application mobile Godax disponible sur iOS et Android. Avec Godax, vous avez également la possibilité de commander des chaussures qui ne figurent pas dans le catalogue en passant par des commandes personnalisées sur Instagram. Vos chaussures sont livrées rapidement et partout dans le monde. N'hésitez donc pas à aller sur Godax pour choper vos chaussures. Godax, la marque d'un style individuel. La naissance de la Guinée dans ses frontières géographiques qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été tracées par les colons, date d'environ 1890-1895. Mais il faut rappeler que l'histoire de la Guinée est bien plus ancienne et a été rythmée par l'émergence et la décadence de grands empires dans la région ouest africaine, mais aussi rythmée par l'arrivée successive par vagues de nombreux peuples qui ont constitué également les populations de l'actuelle Guinée. Pour parler simplement, mais surtout mettre en contexte rapidement, il faut rappeler que la Guinée, c'est le fruit de l'arrivée successive de plusieurs populations. Que ce soit les Baga, les Nalou, les Landoumans, les Djalonké, les Soussou, les Malinké, les Peuls, pour ne citer que ceux-ci, leur arrivée a débuté vers le 7e et le 8e siècle. Aux alentours du XIIIe siècle, le territoire entre dans un tournant important de son histoire marqué par son inclusion dans le vaste empire du Mali fondé par Soundiata Keïta avec Niani comme capitale. Niani est un village de l'actuelle Guinée et cette circonscription, on va dire, à l'époque de l'empire du Mali, a fait office de capitale économique, politique, mais également administrative pour le vaste empire. Ça a permis également la liaison entre l'empire du Mali et la région ouest africaine. L'empire du Mali et donc l'actuelle Guinée atteignent leur apogée sous les règnes de Soundiata Keïta et Mansa Moussa, avec l'essor des routes commerciales transaériennes et les échanges d'or, de sel et d'esclaves. Mais après le déclin de l'empire du Mali, vont naître au sein de la région des tensions entre les populations dites islamisées et les populations dites animistes. Et ces tensions vont se manifester par des guerres, par des djihad, et la finalité sera une forte expansion de l'islam dans la région. Toutefois, dans l'histoire de la Guinée, une donnée importante est à prendre en compte: l'arrivée des Européens. En fait, déjà au XVe siècle, les Portugais sont les premiers à longer les côtes de la Guinée et à entrer en contact avec les populations qui s'y trouvent. Ils s'y installent et créent des comptoirs pour pratiquer le commerce de l'or, l'ivoire et la traite d'esclaves. Les siècles qui vont suivre verront l'arrivée des Britanniques, des Français qui vont les supplanter. En 1840, l'amiral français Boué Wilomez, futur gouverneur du Sénégal, signe les premiers traités avec les chefs locaux.
Mais c'est en 1880 que le français Olivier Sanderval va jeter les bases de la colonisation française. Il effectue plusieurs séjours dans le Fouta-Djallon, gagne la confiance de l'élite Peul, mais le gouverneur du Sénégal de l'époque, en l'occurrence Louis Faidherbe, comprend vite que la région a du potentiel pour constituer une base idéale pour son projet de pénétration dans les régions intérieures. Dès cet instant, Louis Faidherbe va nouer des relations avec Olivier Sanderval et il va arriver à signer des soi-disant traités avec les populations autochtones. Et ce sera la porte d'entrée vraiment de la colonisation française. D'autant plus qu'en 1884-85, il y a eu la conférence de Berlin qui a entériné, qui a validé le fait que cette région-là est sous contrôle de la France. 5 ans plus tard, la Guinée devient une colonie autonome de la France avec Conakry pour chef-lieu. Ce sera le début de ce qui a été appelé la colonisation française, en tout cas le début officiel. Il faut dire que l'arrivée des Français, en tout cas dans la région côtière de la Guinée, s'est passée plus ou moins calmement et dans la paix, on va dire. Cependant, dans la Haute-Guinée, les Français ont rencontré de vives adversités. Ils ont dû livrer des combats contre des résistants tels que Mamadou Lamine, Boka Biro Bari, tué en 1896 lors de la bataille de Poré Daka, puis contre un certain Samori Touré, qui leur a donné du fil à retordre. Samori Touré, chef de l'Empire Mandingue, qui s'étendait à cheval sur la Guinée, le Mali et une certaine région de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à résister aux colonnes françaises entre 1882 et 1898 jusqu'à sa capture et son exil au Gabon. Mais parler de la résistance guinéenne face à la colonisation française ne doit pas se limiter à Mamadou Lamine, à Bari ou encore à Samori Touré. Il y a eu également des hommes qui ont lutté et la liste est bien longue. Parmi eux, il y a un certain Yaya Alpha Diallo. Alpha Yaya Diallo était un des résistants les plus prestigieux de la pénétration française au Fouta-Djallon. Dans un pays où l'autorité de nombreux chefs locaux était illusoire, Alpha a été un des premiers à percevoir le danger dans le copinage avec les Français. Il a très vite montré son hostilité politique vis-à-vis de ces derniers et il a réussi à recruter des hommes jusqu'en Guinée-Bissau, pays de sa mère où il jouissait d'une certaine renommée. Mais très clairement, l'aversion et l'hostilité de Alpha Yaya Diallo vis-à-vis de la France va très vite faire de lui une cible privilégiée pour les services de renseignement, à telle enseigne qu'il sera arrêté, contraint à l'exil. Il va à plusieurs tentatives essayer de revenir un peu et de briser un peu ce projet de colonisation. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Et en 1912, la France va réussir à pacifier totalement la Guinée et toutes les sortes de résistances ont très vite été asphyxiées. Dès cet instant, la France allait commencer à déployer sa politique coloniale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant où la France a réussi à pacifier la Guinée et elle a voulu déployer sa politique coloniale, elle a très vite compris que les chefferies locales joueraient un rôle important dans leur projet. Très clairement, ces chefferies avaient deux choix, on va dire. Soit collaborer et donc être complaisant vis-à-vis de la puissance coloniale française, soit s'y opposer et donc disparaître. Et donc, bon nombre d'entre elles ont accepté de copiner avec la France. Et très très vite, ces chefferies locales sont devenues des instruments de la politique coloniale française. Elles ont participé à la paupérisation des populations, elles ont participé à l'abus de pouvoir, elles ont participé vraiment à favoriser ce despotisme qui a été imposé aux populations guinéennes et ce qui a permis vraiment à la colonisation française de rentrer vraiment dans les coins, les recoins, les zones reculées de la Guinée et donc la Guinée est passée réellement sous le joug colonial par le biais et par la complicité de certaines chefferies locales. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes impliquées, mais de nombreux chefferies locales ont participé à la politique coloniale française. Mais la France ne va pas seulement s'arrêter à implémenter ou à instaurer une administration coloniale au sein de la Guinée. Elle va également utiliser toutes les ressources possibles de ce pays pour ses besoins. Très clairement, lorsque débute la Première Guerre mondiale, près de 36 000 soldats guinéens sont mobilisés au sein des tirailleurs sénégalais et près de 18 000 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'exploitation des ressources s'oriente vers la satisfaction des besoins de la métropole au détriment des cultures vivrières. Les cultures d'exploitation seront monopolisées par les sociétés françaises qui se sont multipliées. La Guinée, de par la richesse de son sous-sol, va très vite devenir un site d'extraction de bauxite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, certes, exploiter, faire l'extraction de ces ressources minières ou siphonner les ressources naturelles du pays, c'est bien beau, mais il faut les acheminer vers la métropole. À cet effet donc vont être construites les premières routes du pays, mais surtout le chemin de fer Conakry-Cancan et aussi
le port de Conakry. Donc, il y a eu toute une architecture qui a été mise en place pour siphonner les richesses naturelles, les ressources minières, mais aussi les ressources humaines du pays. Et donc, ça a très vite créé des brimades, des abus de pouvoir qui ont créé un certain ressentiment au sein des populations guinéennes. Et bien évidemment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a un vent contestataire qui va souffler vraiment sur une bonne partie du continent africain. Et la Guinée n'est pas en marge de ce mouvement de contestation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Conakry, il y avait un port ô combien important. Et ce port embauchait de nombreux Guinéens. Donc, les mouvements contestataires ont très vite touché le port et il y a eu beaucoup de mouvements de syndicalisation. D'autant plus que nous sommes au soir de la conférence de Brazza qui donnait la possibilité aux Noirs de se syndicaliser, syndiquer, ou vous choisissez ce que vous voulez. Et donc, tous ces mouvements de revendication sociale vont muer pour devenir des mouvements de revendication nationaliste. Ce sera le début de la lutte d'indépendance pour la Guinée. En fait, comme dans le cas du Sénégal et dans de nombreux pays, la lutte anticoloniale en Guinée était le fruit de deux facteurs. Des facteurs internes, notamment les brimades, les humiliations, les abus de pouvoir, les exploitations que les Guinéens ont vécues, mais également des facteurs externes. Comme vous le savez, la France, dirigée par De Gaulle à cette époque, était vraiment enclin à de nombreuses pressions, notamment le fait que les États-Unis veuillent que les indépendances soient de nos pays africains, le fait que l'ONU mette la pression, et donc très clairement, le général de Gaulle a décidé donc de faire la conférence de Brazzaville, conférence qui en réalité était l'occasion de réitérer son envie de maintenir les colonies africaines sous le joug de la France, mais officiellement, ce qui en est ressorti, c'était que les Africains auront potentiellement désormais des droits, une sorte de premier pas vers la démarche indépendantiste. Mais cette conférence était une arnaque dans le fond et dans la forme. Il n'y avait quasiment pas d'Africains, il n'y avait quasiment pas de Noirs, à part quelques Noirs comme M. Félix Eboué ou je ne sais qui. Et dans le fond, il n'y avait pas de proposition claire qui annonçait les indépendances. Cependant, les Africains avaient le droit de se syndicaliser ou de se syndiquer si vous voulez. Donc, ce qui se passe, c'est que, très clairement, à peine 2 ans plus tard, les Africains ont compris que cette conférence de Brazza n'était pas forcément sincère. Et donc, les Africains vont se réunir à Bamako et il va avoir la conférence de Bamako. Et durant cette conférence va naître le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et le RDA réunit tous les dirigeants nationalistes de l'AEF comme de l'AOF qui sont venus de partout. Le but étant de mutualiser les forces africaines pour aller vraiment faire entendre les voix du continent d'une même voix et avec un impact beaucoup plus important. Sur la feuille, c'était vraiment très bien. D'autant plus que le leader du RDA était un certain Félix Houphouët-Boigny. Et le RDA était parrainé par le PCF, le Parti communiste français. Donc ils avaient du soutien, ils avaient de la structure et ils avaient un projet clair et net. Ce qui donc ressort de cette conférence à Bamako, c'est que vont naître sur le continent africain, au sein de l'AOF comme de l'AEF, des partis politiques qui seront des sections du vaisseau mère, en l'occurrence le RDA. C'est très important à expliquer parce qu'en Guinée, à cette époque, il n'y avait pas réellement de partis politiques structurés, organisés, impactants sur la scène politique guinéenne. Il y avait des organisations ethniques qui étaient une sorte de consortium entre les Soussous, les Madingues, les Peuls, histoire de faire entendre vraiment les revendications. Mais en termes de structure politique organisée, structure politique vraiment impactante, on était encore bien loin du compte. Mais il y avait des hommes politiques qui étaient importants. Et donc, au lendemain de cette conférence, vont naître une section guinéenne, en l'occurrence le PDG RDA, sous la direction de M. Madera Keïta en juin 1947. Un accord est alors réalisé avec les associations ethniques qui adhèrent au RDA et adoptent ses statuts et ses principes. Mais petit problème, c'est que le PDG RDA sera très vite miné par des problèmes de dissension ethnique, des problèmes de personnes, mais surtout la pression de l'administration coloniale. Donc à peine quelques temps après la création de ce parti, le parti était déjà au bord de l'implosion et même de la mort, il faut le dire clairement. Mais il y aura une succession d'événements qui vont permettre à ce parti de renaître de ses cendres. Le premier, c'est que ces organisations ethniques qui faisaient partie du RDA, qui se sont entre-déchirées, qui ont quitté le bateau, ont commencé elles aussi à faire chemin solo de chaque côté et ont très vite eu à avoir des problèmes d'existence, ont commencé à être fragilisés. Et donc, c'était une porte ouverte pour le RDA qui a commencé finalement à être
peut-être l'entité la plus sérieuse sur la scène politique, on va dire. Mais il y a eu également un événement, et non des moindres. Il y a eu l'arrivée d'un nouvel homme fort sur la scène politique guinéenne, mais surtout au sein du PDG RDA. Le PDG RDA qui est en abrégé le Parti démocratique guinéen. Et cet homme, c'est M. Sékou Touré. Pendant que le PDG RDA connaissait ses déboires, connaissait ses premiers coups durs, parallèlement, M. Sékou Touré faisait ses premiers pas dans la scène politico-syndicaliste du pays. Qui est donc M. Sékou Touré? Formé à l'école technique française à Conakry, mais expulsé au bout d'un an, en 1936, pour avoir protesté contre la mauvaise qualité de la nourriture de nos élèves, il est engagé en 1840 comme employé de bureau, avant d'obtenir un diplôme administratif au service des postes. Il commence alors à manifester un grand intérêt pour le mouvement ouvrier et devient le secrétaire général du syndicat des travailleurs, des PTT, créé en 1945. Vous l'avez compris, Sékou Touré était impliqué dans beaucoup d'organisations syndicales. C'était un syndicaliste hors pair. Donc, il avait déjà les bases pour entrer dans ce qui allait être un parti contestataire vis-à-vis de l'organisation coloniale, de l'administration coloniale. Donc, quand au sortir de la conférence de Bamako, l'idée d'avoir une section en Guinée est émise et est matérialisée, très clairement que Sékou Touré adhère à cette idée. Il va donc adhérer au PDG RDA. Mais problème, en 1951, arrive à la tête du pouvoir français, M. René Pleven, avec son ministre, M. François Mitterrand, qui était le ministre de l'Outre-mer. Et ce dernier va réussir à convaincre M. Félix Houphouët-Boigny, alors leader du RDA, de plutôt se rapprocher de son parti, en l'occurrence le parti au pouvoir en France. Et donc, ce qui se passe, c'est que sous l'influence de M. Félix Houphouët-Boigny, une bonne frange des leaders nationalistes du RDA vont également pencher dans le sens du pouvoir français. Mais Sékou Touré ne va pas être des leaders qui vont aller dans ce sens. Donc très clairement, il va commencer à se détacher progressivement de M. Félix Houphouët-Boigny tout en restant au sein du RDA. C'est très important, il y a une nuance. Il ne se détache pas forcément du RDA, mais il commence à s'éloigner de M. Félix Houphouët-Boigny. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'essor politique de Sékou Touré sera un élément catalyseur pour le PDG RDA, très clairement. En effet, son élection à la place de M. Madera Keïta, son élection à la mairie de Conakry en 1955, son élection à l'Assemblée vont insuffler une nouvelle dynamique au PDG. Sékou Touré va lancer une véritable lutte contre les chefferies locales qui étaient pour lui les piliers du système colonial. À cet effet, de nombreux chefs locaux seront démis, destitués, et on va mettre des personnes qui seront qualifiées d'être sûres, on va dire. Et vraiment, l'exemple le plus tangible et représentatif de la participation sadique des chefferies locales, en tout cas de certaines chefferies locales dans le système colonial, c'est la triste histoire de Madame Mbiala Camara. Le 18 février 1955, à l'âge de 26 ans, à Tondon, dans la préfecture de Dubekara, cette militante du Rassemblement démocratique africain est assassinée. Je vais raconter l'histoire vraiment de façon très simple et très résumée. Dans cette circonscription, le chef était M. David Silla, l'Almami David Silla, qui visiblement était chargé de récolter l'impôt local. Et donc, Mme Mbiala Camara, épouse de M. Tierno Camara, tous deux membres du Rassemblement démocratique africain et certains villageois vont commencer à manifester contre cette pratique de impôt colonial, très clairement. Et vont s'en suivre des échauffourées, des voix qui vont, le ton qui sera haussé. Et au cours de la journée, le chef, l'Almami David Silla, rentre dans la cour de Mme Mbiala Camara et à coups de sabre, il l'assassine, elle meurt alors qu'elle est enceinte, elle attend un bébé. C'est une histoire qui est connue en Guinée et donc cette femme a été même érigée au rang de héroïne. Voilà un peu un signe tangible et palpable de la participation sadique et sombre de certaines chefferies locales au système colonial français en Guinée durant les années 50, 60 on va dire. Et donc cet événement va également conforter certains dans l'idée selon laquelle ces chefferies locales-là, en tout cas certains chefs locaux, doivent disparaître et donc quitter vraiment ces postes. Mais le PDG a dû faire face à une rivalité intensive au plan national de la part de partis politiques locaux tels que le BAG, le Bloc africain de Guinée, mais aussi le MSA, le Mouvement socialiste africain. Des rivalités qui vont quand même aboutir à des épisodes de violence inouïe dans l'histoire de la Guinée.
Si vous me le permettez, on va faire un petit retour en arrière d'environ 1, 2, voire 3 ans grand maximum. On est en 1954. Il y a des élections législatives qui sont organisées au sein du pays. Sékou Touré, alors leader syndicaliste, est opposé à Barry Diaoudou, fonctionnaire soutenu par une coalition d'associations ethniques. Et ce Barry Diaoudou est réputé, je dis bien réputé, être soutenu par l'administration coloniale française. Je dis bien réputé. Et donc, quand ces élections législatives arrivent et surviennent, les résultats sont donnés et l'administration coloniale française dit que M. Barry Diaoudou a gagné ces élections à plate couture. Et il y aura des observateurs internationaux indépendants qui iront dans le sens du PDG RDA. Et autre fait qui étaye ou qui va dans le sens des membres du PDG RDA qui accusaient l'administration coloniale d'avoir truqué ces élections, c'est l'affirmation de M. Robert Buron, à cette époque ministre des Territoires d'Outre-mer, qui fera une affirmation concernant ces élections qui laisse vraiment sous-entendre que, oui, ces élections ont été truquées. Il est évident que la dernière élection a été honteusement truquée pour provoquer l'élimination de Sékou Touré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre lui-même. Donc, on peut potentiellement croire que ces élections ont été truquées pour juste défavoriser Sékou Touré, qui était trop véhément vis-à-vis de l'administration coloniale française. Quoi qu'il en soit, au sortir de tous ces événements, de ces élections refoulées, pendant pratiquement 1 an, voire 1 an et demi, la Guinée sera ébranlée par des actes de violence. Les membres du parti PDG RDA vont attaquer certains dignitaires du parti de M. Barry Diaoudou. Il y aura des violences vraiment inouïes. À certains égards, il y aura même, si je ne me trompe pas, des morts. Donc le pays sera plongé dans une violence vraiment très forte. Et ce qui va se passer, c'est que dans le Fouta Djallon, fief des populations Peuls, les administrateurs coloniaux vont faire comprendre aux Peuls que les membres du PDG RDA sont des personnes anti-Peuls. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne saurais vous dire. Quoi qu'il en soit, la Guinée, dès cet instant, était entrée dans un climat politique très tendu entre Guinéens eux-mêmes, avec un fort soupçon de tension interethnique. Et il faut quand même préciser que cette description très simpliste et très caricaturale qui faisait du PDG RDA un parti à forte consonance malinquée anti-Peul et du BAG un parti à forte consonance Peul et donc anti-malinqué montrait, en tout cas, créait un certain ressentiment au sein des populations guinéennes qui, tous Guinéens, avaient commencé déjà à avoir des tensions entre elles du simple fait d'appartenance ethnique. Et cette donnée est très importante pour comprendre la suite de la vidéo, mais surtout comprendre la seconde partie de la vidéo, parce que l'histoire de Sékou Touré a été également émaillée de forts soupçons de violence à l'encontre d'un certain peuple du pays. Que ce soit vrai ou faux, c'est une donnée qui est très importante à appréhender. C'est donc après ce chapitre violent que Sékou Touré devient maire de Conakry en 1955, puis député lors de sa 3e participation aux élections législatives en 1956 sous la bannière du RDA, position qu'il va utiliser pour lancer des critiques très acerbes à l'encontre du pouvoir colonial. Mais il faut le dire, malgré toutes ces difficultés qu'a eu le PDG RDA, il deviendra assez vite le parti phare, le parti dirigeant de la scène politique guinéenne. C'est le PDG RDA qui va conduire le véhicule qui va tracter la Guinée vers l'indépendance. On ne peut parler de l'indépendance de la Guinée sans parler de l'année 1958 qui a été une année cruciale et ô combien déterminante pour la suite de l'histoire. Je rappelle quand même que le 1er juin 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. Et quand il revient au pouvoir, il vient dans ses valises avec un certain Jacques Foccart qui sera son conseiller à l'Élysée pour les affaires africaines. Et donc, quand Jacques Foccart arrive avec M. Charles de Gaulle, Jacques Foccart a la lourde mission de gérer maintenant la préparation de l'accession des pays africains à l'indépendance, mais surtout la transition vers le changement des relations politico-juridiques entre le colon et les colonisés. C'est très important. Et donc, de tout ça va naître un projet mûrement réfléchi par M. de Gaulle et son acolyte Jacques Foccart, en l'occurrence la communauté française. À cet effet, le général de Gaulle fait une grosse tournée sur le continent pour promouvoir son projet. Il s'est assuré au préalable
de l'entière adhésion d'une bonne partie des dirigeants africains dont certains sont littéralement devenus des VRP. Mais le cas guinéen est l'exception qui confirme la règle parce que Sékou Touré, la France le savait, De Gaulle le savait, n'est pas forcément partisan des contours et des dessous de la communauté française. Et donc, après être passé au Congo, à Madagascar et en Côte d'Ivoire, le général de Gaulle atterrit le 25 août 1958 à Conakry pour défendre son projet de communauté française. Quand il arrive à Conakry, il est au parfum des réticences de Sékou Touré. Il est au parfum du fait que Sékou Touré n'est pas forcément un président larbin qui veut adhérer bêtement et méchamment dans son projet de communauté française, mais je pense qu'il n'a pas encore jaugé réellement la réelle réticence, le réel refus de Sékou Touré de collaborer dans ce fameux projet de communauté française qui n'est tout autre qu'une colonisation révisitée 2.0. Et ça, même Pierre Mesmer, un des fidèles collaborateurs du général de Gaulle, va le préciser. Vous arrêtez à Abidjan, si vous vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. Donc quand le général de Gaulle arrive, il est accueilli chaleureusement à Conakry. Enfin, il pense être accueilli chaleureusement, mais c'est plutôt Sékou Touré qui est accueilli chaleureusement parce que Sékou Touré est aux côtés du général de Gaulle. Et ces éléments vont encore pousser Charles de Gaulle à mal jauger la température qui l'attend. Pire, son entourage également, son entourage politique ignore aussi ce qui se prépare alors que il arrive dans un terrain qui n'est pas du tout conquis. Et les Guinéens lui ont préparé également un accueil très structuré et très hostile à tout ce qu'il peut proposer, on va dire. Et donc arrive le moment des discours, le président de l'Assemblée territoriale fait son discours. Jusque-là, rien d'anormal. Et Sékou Touré fait son discours. Et c'est là qu'il va faire un discours très véhément, très hostile à la politique coloniale française, avec la phrase mythique: Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et donc, ça fait l'effet d'une bombe, très clairement. Le général de Gaulle n'avait pas prévu ça forcément. Mais le discours de M. Sékou Touré, qui semble-t-il avait été écrit par M. Fodéba Keïta, fidèle compagnon de route de Sékou Touré, qui deviendra plus tard ministre de la Défense, ce discours a fait l'effet d'une douche froide à M. de Gaulle, malgré le fait qu'il soit resté digne, qu'il ait essayé vraiment d'arrondir les bords. Ça a fait l'effet d'une bombe, très clairement, dans un contexte où le complexe de supériorité du colon est encore là. Comment ces petits noirs osent s'opposer et faire un affront vis-à-vis de nous, la puissance coloniale, nous, les Blancs. Et donc, ce discours aura beaucoup de conséquences dans la suite des événements, très clairement. Et donc, la communauté française, pour y adhérer ou pour ne pas y adhérer, il faut organiser un référendum au cours duquel les populations votent oui pour y rester et non pour ne pas y rester. Parce que la communauté française, ça implique donc que tous les pays qui diront oui obtiendront l'indépendance en 1960, mais ce sera surtout des copinages, des partenariats monétaires, politiques, culturels, qui ne sont tout autres que la perpétuation d'un système colonial entre l'Afrique et la France. Et donc, en Guinée, le référendum donnera fortement le non. Donc la Guinée refusera la communauté française. Mais ne vous laissez pas distraire par certains narratifs, parce que très clairement, dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup d'écrits, dans beaucoup d'articles, on définit un peu l'approche guinéenne comme une approche bête et méchante de va-t-en-guerre qui n'ont pas réfléchi. Le propos est le suivant. C'est que
La proposition de communauté française était tout autre qu'un coup de pression qu'on mettait aux pays africains. Parce que Sékou Touré n'avait rien contre la communauté française. Il avait plutôt un problème avec les contours et les dessous de cette communauté française. Donc, il aurait plutôt voulu une communauté française avec des accords beaucoup plus win-win pour l'Afrique. Ce qui n'était pas le cas. Et donc, on a dit aux pays africains, soit vous adhérez à la communauté française, soit vous n'y adhérez pas. Il n'y a pas de moyen de trouver un modèle hybride, un modèle révisité, un modèle ajusté aux besoins de chaque pays. Et donc, très clairement, Sékou Touré a dit non. Et donc, c'est ça la nuance. C'est très important. Parce qu'on a l'habitude de définir un peu les Guinéens comme des gens qui ont dit non, sans vouloir réfléchir. C'est ça le propos. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même l'ex-ambassadeur de France qui confirme ces propos. Sékou Touré a eu des phrases tout à fait, je dirais, positives. Il a notamment dit qu'il ne s'agissait pas du tout de vouloir se séparer de la France, que la Guinée souhaitait devenir indépendante et conclure aussitôt des accords d'association, mais qu'elle ne voulait pas la communauté française, puisque dans la communauté, la France se réservait la monnaie, la défense, les affaires étrangères, etc. Toutes choses qui n'étaient pas le cas, par exemple, dans le Commonwealth. À l'issue donc de ce référendum, la Guinée ne rentre pas dans la communauté française, la Guinée abandonne le franc CFA, crée sa monnaie et devient la bête noire de Charles de Gaulle, de Jacques Foccart, mais aussi de M. Félix Houphouët-Boigny, grand partenaire de la France dans la politique, dans les relations france-africaines, on va dire, pour parler simplement. Mais bon, les Guinéens n'ont qu'à faire. Le 2 octobre 1958, l'indépendance de la Guinée est officiellement proclamée. La Guinée est désormais indépendante. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle. Détail important, lors de cette proclamation d'indépendance, les pays africains venus voir la cérémonie ne sont pas nombreux. Des pays africains qui ont envoyé leurs représentants ne sont pas nombreux. À part M. Kwame Nkrumah et quelques pays africains qui sont dans cette mouvance anticoloniale, cette mouvance panafricaine, il n'y a pas eu beaucoup de représentants. En tout cas, dans la sphère francophone, il n'y a quasiment pas eu de représentants de pays africains. Et ce n'est pas un problème de langue, hein. C'est juste que, à travers cette cérémonie, on voyait clairement qui avait décidé de copiner avec le colon et qui avait décidé d'arrêter de copiner avec le colon. Très clairement. Le général de Gaulle, très vexé du fait que ce petit pays africain, du fait que ce petit noir ait osé dire non à sa proposition, va ordonner le rapatriement de tous les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires vont rentrer chez eux, laissant un désordre administratif, sans préavis. Ils partiront avec toutes les infrastructures qu'ils peuvent prendre. Ils partiront pas les mains libres, financièrement en tout cas. Le général de Gaulle dit qu'elle a fait sécession. C'est une sécession qui aboutit à l'indépendance pure et simple. Et l'application se fait très très vite. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, sur Violaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission. C'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations que je lui indique. Et cela se fait très très vite. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité. Ce que je comprends, en vrai, si tu dis qu'il ne veut pas travailler avec quelqu'un, tu comprends bien qu'il veut y partir du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Ce qui est le plus problématique, c'est que la France ne va pas s'arrêter là. La France, vexée du fait que la Guinée ait refusé leur proposition, vont se mettre dans une démarche très machiavélique visant à déstabiliser la Guinée, voire plus, éliminer Sékou Touré. Parce que, officiellement, il est dit que le fait que Sékou Touré ait refusé cette communauté française, il y avait la menace qui se rapproche du bloc de l'Est, de la sphère de l'Est, dans un contexte bipolaire de guerre froide. Mais en réalité, c'était du pain béni pour la France, parce que c'était l'alibi rêvé pour pouvoir attaquer, violenter, saboter, essayer d'assassiner Sékou Touré en ayant la bénédiction des États-Unis et de toutes sortes d'entités
Parce que dans un contexte de guerre froide, si vous attaquez aux communistes, personne ne va vous arrêter. Et donc, c'était du pain béni pour la France. Parce que, naturellement, la Guinée n'avait plus de partenaires commerciaux sur la scène occidentale, pour un pays nouvellement indépendant. Ils se sont tournés en termes de partenariat économique, potentiellement politique, avec certains pays de l'Est. Et ça, c'était du pain béni pour la France, parce que c'était potentiellement un signe d'empathie, d'assimilation avec le bloc de l'Est. Dans un contexte de guerre froide, c'était l'occasion rêvée pour la France pour taper réellement sur Sékou Touré. Et croyez-moi qu'il n'allait pas se gêner. En effet, la France va intenter de nombreuses tentatives d'assassinat contre Sékou Touré, de nombreux complots contre Sékou Touré, de nombreuses tentatives de déstabilisation de la Guinée. Mais l'une des plus célèbres est l'opération Persil. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le général de Gaulle avait comme fidèle collaborateur un certain Jacques Foccart, qui était son conseiller aux affaires africaines. Et ce dernier avait vraiment une emprise tentaculaire sur l'Afrique, en tout cas pour sa partie francophone. Et il avait à son service de nombreux dirigeants qui faisaient partie de son réseau appelé les réseaux Foccart. Mieux, il avait à ses services les services secrets français, en tout cas l'actuel DGSE qui à cette époque était appelé le SDEC. Et autant vous dire qu'il avait tout un tas d'arsenal politique, économique et même militaire pour éliminer tout président qui n'irait pas dans son sens, en tout cas dans le sens de la France, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc à cet effet, Sékou Touré n'allait pas tarder à essuyer les foudres de la France. Essayer de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Il n'y a pas eu de tentative réelle. Il y a eu une préparation, mais une préparation qui n'a pas abouti à une tentative de coup d'État. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. Dès 1959, une opération visant à déstabiliser, voire éliminer Sékou Touré est mise sur pied. Cette opération est appelée l'opération Persil, nom d'une célèbre marque de lessive qui visait à rendre plus blanc que blanc. Il faut comprendre également une chose, c'est que on met en avant le fait que toute cette aversion du général de Gaulle vis-à-vis de la Guinée était due à des intérêts géopolitiques. Pourquoi pas? Why not? Je pense même que oui. Mais le plus important était les intérêts économiques. Parce qu'il faut comprendre que la Guinée avait des ressources minières importantes que la France avait pris l'habitude de siphonner sans être inquiétée. Et là, à travers ce fameux projet de non vis-à-vis de la communauté française et cette coupure avec la France perdait beaucoup d'argent. Et donc, il fallait très vite rétablir l'ordre des choses. Et cette opération avait plusieurs facettes. Une propagande anti-communiste, une propagande anti-Touré, une propagande pro-française avec l'armement de Guinéens en exil, la déstabilisation du pays sur le plan monétaire, la déstabilisation du pays sur le plan économique, la déstabilisation du pays sur le plan social en armant une certaine frange de la population pour pouvoir éliminer Sékou Touré. L'implication de certains pays frontaliers comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont servi de base arrière pour certaines opérations militaires visant à faire un coup d'État contre Sékou Touré, voire l'éliminer. L'opération Persil, c'était vraiment une opération tentaculaire qui visait ni plus ni moins qu'à en finir avec celui-là qui a osé dire non à la France. La première phase de l'opération était sur le plan économique. La France a émis des faux billets, les a intégrés dans l'économie guinéenne et s'est assuré également que les stocks de francs CFA que la Guinée avait, qu'elle n'a pas pu écouler, puissent être inutilisables dans la sous-région. Donc le pays s'est retrouvé avec de vastes problèmes financiers et économiques qui ont été orchestrés par la France dans le but vraiment de décrédibiliser, créer un climat social tendu et poussant même la population à se révolter contre Sékou Touré. Cette opération a été plutôt un échec, on va dire, parce que économiquement, ça a
déstabiliser fortement la Guinée. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La seconde phase était désormais d'éliminer Sékou Touré du pouvoir guinéen. À cet effet, le SDEC va prendre pour base arrière la Côte d'Ivoire et le Sénégal, va mettre à disposition de ressortissants guinéens en exil de certaines populations, et bien évidemment anti-Sékou Touré, des armes pour que ces derniers puissent préparer des coups d'État, des tentatives de renversement contre Sékou Touré. Pire, la France elle-même, par le biais de ses services secrets, avait prévu d'éliminer Sékou Touré. Sauf que parmi un de les agents qui a eu du scrupule, qui était catholique visiblement, a eu un moment d'hésitation, qui s'est confié à certaines personnes, de bouche à oreille. L'information arrive aux oreilles de Sékou Touré, qui n'a pas hésité à dénoncer clairement la France, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui tenteraient de le renverser. Ça fait du bruit. M. Mamadou Dia a même écrit au général de Gaulle pour montrer son mécontentement. Le problème, c'est que je ne pense pas que Senghor, qui était président de la République, soit étranger à cette histoire, même si Mamadou Dia découvrait l'information comme ça. Et mis bout à bout, ça crée vraiment un climat conflictuel entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal, parce que Sékou Touré a coupé tous les liens avec ces deux pays africains. Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein. Sachant que la France était également sur son dos. Mais cette opération sera un véritable échec parce que militairement, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs et Sékou Touré s'est mis à arrêter de nombreux Guinéens, dont des Français. Et ça a été vraiment un acte très stratégique. Mais une fois qu'on a appréhendé tout ça, une fois qu'on a compris que la France a mal digéré l'histoire de 1958, une fois qu'on a compris que la France a tout fait économiquement pour déstabiliser Sékou Touré, une fois qu'on a compris que la France a tout fait pour éliminer Sékou Touré physiquement et politiquement, il faut aussi reconnaître que durant le règne de Sékou Touré, certes, il y a eu beaucoup de complots réels contre sa personne, mais il faut aussi comprendre que Sékou Touré, durant son règne, a eu des ajustements qui sont peut-être justifiés, mais qui ont été très disproportionnés. On va voir tout ça dans la seconde partie de la vidéo parce qu'il a été victime de tentatives beaucoup plus sombres que celle-là. Il a été victime de tentatives, pour le coup, difficilement justifiables et dont les répercussions et les sanctions ont été également très disproportionnées. Mais bref, on verra tout ça dans la seconde partie parce que Sékou Touré, c'est quand même quelqu'un qui est respecté, qui a eu une posture très panafricaine. Il a été, avec Kwame Nkrumah, l'un des facilitateurs en termes de panafricanisme sur le continent africain. Mais Sékou Touré, c'est aussi un président africain qui, au niveau de la Guinée, a eu une face, on va dire, quelque peu sombre. On va découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. On va découvrir également toutes les tentatives de la France, mais aussi du Portugal pour renverser Sékou Touré. Et on va découvrir également ses relations avec le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, son positionnement sur la scène internationale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Désolé du retard parce que j'avais prévu de prendre un nouvel ordinateur. J'avais même lancé la commande, mais je me suis rendu compte que Apple a fait sortir un tout dernier qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible je pense en décembre. Et donc, je galère avec l'ancien. C'est pour ça que mes montages prennent du temps, que mes montages ne sont pas forcément très qualitatifs, qu'il y a des bugs. Alors, avant de terminer la vidéo, je tiens également à faire une petite précision. Ces derniers temps, j'ai reçu quelques commentaires, pas beaucoup, de personnes qui disaient « Oui, on aimerait que on ne te voit pas et que tu mettes plus des vidéos d'illustration, des vidéos d'archives, des vidéos de documentaires. » Je vais répondre très simplement. Il y a plusieurs raisons. La première raison et la plus importante, c'est que quand j'ai créé cette chaîne, j'ai voulu faire ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Quand je fais des vidéos comme ça, où j'ai pas de prompteur, où j'ai pas de texte en face de moi, où souvent j'ai quelques brides pour me rappeler, c'est un challenge pour moi. Donc c'est le moyen pour moi de faire quelque chose qui me plaît, de me challenger et d'apprendre aussi. Venir lire un texte et mettre des illustrations devant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça ne m'a jamais parlé, je n'aime pas, personnellement. Je n'ai aucun intérêt à faire une chaîne YouTube si même moi, je ne prends pas plaisir à le faire. Moi, ça me challenge comme ça. Souvent, je fais des petites erreurs parce que j'ai un oubli, j'ai un trou. Et c'est comme ça que je me challenge. Personnellement, c'est comme ça. Ce sont des histoires contées. Si vous n'aimez pas voir la tête du conteur, mettez juste la vidéo en audio. Et puis, on est carré. Second point important, c'est qu'il y a un aspect technique que vous ne voyez pas forcément. Mettre des vidéos d'illustration, c'est bien.
mais c'est des contraintes parce que ces vidéos d'illustration ont été réalisées par des médias, par des organes de presse. Et ces vidéos d'illustration, très souvent, appartiennent à des médias. Donc souvent, quand on publie la vidéo, on nous dit que la vidéo ne peut pas être publiée parce qu'il y a les droits d'auteur. Du coup, on se prend la tête à monter des vidéos pendant 8-9 heures, on les publie, on les exporte, on les publie, et on te dit qu'il y a telle partie qui appartient à tel média, et donc il faut supprimer la vidéo, refaire le montage, réexporter pour la publier parce que on veut voir des extraits d'illustration. Réellement, pour une vidéo de 45 minutes, très souvent, vous avez des archives libres de droit pertinentes pour 5 à 6 minutes de la vidéo. Donc, je ne vais pas non plus commencer à faire une vidéo et à mettre en boucle un extrait d'archives qui n'a rien à voir avec ce que je dis parce que je dois camoufler ma tête. C'est très important de préciser parce que je sais que certains se sont abonnés à la chaîne dès le début, donc ils ont adhéré à la façon de faire. Je sais que certains ont pris la chaîne en cours de route, ce qui est très bien, et je ne peux pas satisfaire l'envie de certains de voir ma chaîne devenir comme une chaîne X ou Y. Malheureusement, je ne peux pas. Le jour où j'aurai la possibilité et le temps de m'asseoir, de monter beaucoup plus de temps, on pourra faire des illustrations montées avec Adobe After Effects, avec des cartes animées et tout ce qui va avec. Et là, oui, pour moi, ça a de la plus-value. Mais prendre une vidéo d'illustration, la faire tourner en boucle et parler en dessous en train de lire un texte, ça n'a aucun intérêt pour moi. J'espère que c'est compris. Après, si ce n'est pas compris, je n'y peux rien. Abonnez-vous, partagez si vous aimez, likez. Il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas été très présent. C'est parce que je vous prépare quelque chose. Je vous prépare vraiment quelque chose de lourd. Donc, portez-vous bien d'ici là. Et puis, on se dit ciao, ciao. À la prochaine. Bisous. Dimanche prochain, la dernière partie de la vidéo qui sera beaucoup plus